Je vais dire bonjour parce que je ne sais pas si on a entendu déjà ou pas en fait. Vas-y, Alexandre. Ils sont dans une salle d'attente ou ils sont déjà tous connectés? Tout le monde est là. Enfin, tout le monde est D'accord, là. Les gens sont connectés. parfait. Bon, bah, bonjour à tous. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde soit arrivé. Et puis, quand ça sera 11h, 11h01, on démarrera. Bon, il est 11h pile. Encore quelques minutes, quelques secondes. Si on peut attendre encore 1 ou 2 minutes, Alexandre, il y a encore des gens qui se connectent. Allez, on va commencer parce que on est sur un sujet où on parle du télétravail et de le sécuriser, mais il y a aussi des bonnes pratiques en télétravail, c'est de respecter l'horaire. Et bah, comme vous le voyez derrière moi, je suis en télétravail. Francis est en télétravail aussi, donc on va commencer. Donc la question d'aujourd'hui, c'est pour laquelle vous êtes connecté, c'est quelle solution pour pérenniser le télétravail et sécuriser l'ensemble des accès distants. Donc la thématique ne pouvait pas mieux tomber qu'une semaine où le confinement recommence et que nos chers loulous sont de nouveau à la maison. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Zut. Avec le rappel de quelques statistiques en fait. Donc en mars 2020, il y a 44% des télétravailleurs qui découvraient ce mode de travail. C'est-à-dire que c'était quelque chose de complètement nouveau pour eux que de rester chez eux et d'exploiter des ressources pour se connecter à leur entreprise depuis chez eux. 75% des salariés et 66% des dirigeants sont persuadés que ça va continuer à se développer. Donc, moins dans l'urgence, certes, mais ça va continuer à aller dans cette direction. Et sur tous les télétravailleurs,
45% d'entre eux sont 100% en télétravail. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus une journée par semaine où ils vont retourner au bureau, voir leurs collègues, ou récupérer des dossiers, imprimer des documents, signer des papiers. Tout va devoir se faire à distance. Et on constate aussi qu'au second trimestre 2020, il y a eu une augmentation de 27% des ventes de PC portables. Les règles de base d'une politique de sécurité, en principe, c'est que les stations de travail doivent être connectées au réseau de l'entreprise, la plupart du temps en mode filaire plutôt qu'en mode Wi-Fi. Mais ça, c'était avant. On dit aussi qu'il est plutôt interdit de brancher des clés USB qui n'ont pas été fournies par la SSI sur le poste de travail de l'entreprise, pour des raisons évidentes que c'est un vecteur de malware et d'infection possible. On rencontre dans certaines entreprises même des petits verrous sur les ports qui ne sont pas utilisés sur les stations de travail. Il est dit que les fichiers ne doivent pas sortir de l'entreprise. On rencontre des solutions de type DLP qui font en sorte de contrôler justement tous les fichiers qui peuvent être amenés à sortir de l'entreprise. Les privilèges des utilisateurs sont normalement limités justement à des profils utilisateurs et non des profils administrateurs. On a une connexion Internet maîtrisée. Il y a des outils qui permettent de filtrer les sites Internet visités. Il y a des solutions qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas eu des liens offensifs dans les sites visités. Enfin, il y a de la sécurité qui est faite sur la connexion Internet mise à disposition des collaborateurs. Et bien sûr, les outils de sécurité sont toujours maintenus à jour. Avec ce qui nous est arrivé depuis un an, j'ai envie de dire que les choses ont un petit peu été faites dans l'urgence et du jour au lendemain, il a fallu au début improviser, faire en sorte que le métier avance parce que la chose la plus importante, c'est de continuer à produire, quels que soient nos métiers. Donc, il y a certains secteurs d'activité, vous savez tous, qui ont pas malheureusement été contraints d'être bloqués, comme la restauration, l'hôtellerie, les secteurs d'activité de ce type. Mais dans la plupart des autres, il a fallu continuer. Du coup, il n'y a pas eu forcément cette sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Quand on est à la maison, ne pas aller consulter ses mails perso avec l'ordinateur du travail, ne pas brancher une clé USB parce qu'on est sur un ordinateur et qu'on a à proximité tout un environnement de tentation qui fait qu'on pourrait le faire. Dans à peu près une trentaine de pourcents des cas, on a des gens qui n'ont pas pu avoir à disposition un ordinateur masterisé, c'est-à-dire sécurisé, endurci par l'entreprise. Ils ont dû utiliser leur poste de travail familial. C'est-à-dire qu'il a fallu leur ouvrir un petit peu du jour au lendemain des tunnels VPN parce qu'il fallait qu'ils accèdent aux applications métiers, il fallait qu'ils accèdent aux données pour pouvoir travailler sur des fichiers. Il y a même certains cas où pour pouvoir faire des pratiques habituelles, certaines personnes à qui on a dû attribuer des profils administrateurs locaux. Donc, à savoir qu'un virus, quand il arrive sur un poste, s'il s'exécute dans une session administrateur, c'est un petit peu plus dévastateur qu'une session utilisateur. Et au final, on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait plus trop qui accédait à quoi. Je vais faire une petite analogie avec un cas concret. Par exemple, les firewalls industriels ou les firewalls du système d'information habituel. Il va y avoir une politique sur le système d'information qui va dire c'est la sécurité avant tout. Alors que dans le monde industriel, c'est le métier ou la production avant tout. Je m'explique. Un opérateur qui est derrière un pupitre qui va permettre de fermer la vanne d'un barrage, c'est pas parce qu'il y a une suspicion d'un protocole frauduleux au niveau de l'informatique ou une coupure de courant qui va faire en sorte que l'opérateur ne va pas pouvoir fermer la vanne du barrage. Ça illustre parfaitement ce qui s'est passé depuis le début de ce confinement, à savoir qu'on a fait passer la production avant la sécurité. Avant de donner la main à Francis, du coup, qui est éditeur d'une solution de sécurisation du télétravail, je vais juste vous présenter, parce que je ne l'ai pas encore fait, la société dans laquelle je travaille. Donc, c'est le groupe Hub One,
qui fait partie du groupe Aéroports de Paris et qui exerce dans 4 domaines d'activité. On travaille donc sur une partie télécom, donc avec les connexions haut débit. On fournit de la 4G, de la 5G Pro. Un métier dans la traçabilité industrielle, un autre métier dans les solutions métiers dédiées et un métier dans la cybersécurité. Donc, je travaille dans la division cybersécurité du groupe, plus précisément dans une business line qui s'appelle intégration et conseil. Donc, on a plusieurs métiers qui sont la formation et la sensibilisation, la prévention, l'accompagnement des clients sur la mesure du risque et de la conformité. On propose du SOC aussi. Mais le métier de la business line que je représente, c'est l'intégration de solutions de sécurité, le conseil de nos clients justement pour aller dans des bonnes pratiques de sécurité et faire en sorte qu'il y ait une bonne expérience pour les utilisateurs tout en conservant un haut niveau de sécurité. Je vais maintenant donner la parole du coup à Francis Milot. Il est éditeur d'une solution qui permet de sécuriser les accès nomades vers le système d'information, mais sur des ressources plutôt spécifiques, plutôt que d'ouvrir un grand tunnel vers le système d'information. Francis, je te laisse la parole et je te rends la main. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement qui on est, Systentia, donc notre positionnement sur les différents marchés que nous couvrons et en quelques chiffres clés de la société. Donc on est un éditeur français, un acteur européen qui se positionne sur 3 marchés. La virtualisation d'applications de poste de travail avec une solution VDI. On a un positionnement sur la cybersécurité avec une solution ZTNA qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on a une position aussi, une solution sur le PAM, le Privilege Access Management. J'y reviendrai un tout petit peu après. Et on a également un positionnement sur la confiance numérique où on va retrouver la gestion des identités et des habilitations, le SSO et l'authentification multifacteur. Alors quelques chiffres. Systentia a 3 centres de R&D en France, à Mulhouse, c'est le siège social, Paris et Rennes. On a une croissance régulière et profitable à 2 chiffres depuis plusieurs années. On se développe à l'international où on est présent dans 13 pays et la société investit massivement dans l'innovation. C'est ce qui fait la force et la différence de nos produits. Donc les solutions qu'on propose sont distribuées sur un grand nombre de typologies clients et on travaille principalement au travers d'un réseau de partenaires dont fait bien évidemment partie Boine et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. Alors, notre positionnement suit une démarche qui est préconisée notamment par le Gartner et qui est une démarche Zero Trust. On parle beaucoup de Zero Trust et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par Zero Trust? L'accès Zero Trust, c'est un concept de cybersécurité qui est destiné à protéger le système d'information d'une organisation. Donc, il a pour principe de ne jamais faire confiance à personne, à contrario d'une approche plus traditionnelle de type château fort, où là, on va tout de suite faire confiance à la personne qui a réussi à rentrer sur le système d'information sans vraiment s'être assuré qu'elle dispose vraiment d'un accès valide. Donc aujourd'hui, face aux cybermenaces, on considère que cette approche n'est plus suffisante et des organismes tels que le Gartner ou d'autres instances de sécurité préconisent de mettre en place des solutions qui vont permettre de contrôler les comptes d'accès et de sécuriser le périmètre du poste de l'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de l'accès distance sécurisé dans une démarche ZTNA. Là où il y a un intérêt fort du Gartner par rapport à l'offre de Systentia, c'est qu'on est en capacité de couvrir tout un pan de ses besoins en offrant une chaîne entière de confiance au travers de nos solutions d'authentification forte, de gestion des identités, des habilitations, des accès, qu'ils soient réseau ou logique à l'ensemble des ressources de l'entreprise ou des comptes à privilèges. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de notre solution Systentia Gate qui s'appuie, et ça on va le voir juste après, sur une architecture ZTNA, donc ZTNA pour Zero Trust Network Access, c'est-à-dire une technologie qui s'appuie sur un concept de non-confiance
qui est basé sur des technologies réseau dites à double barrière et qui répondent parfaitement à ce qu'attend le Gartner en termes de sécurisation des accès distants. Ça, je vais y revenir. Cette notion de zéro trust, donc de non-confiance, hein, rapporter la sécurité des accès distants, elle se traduit par l'acronyme que j'ai déjà dit, hein, ZTNA pour Zero Trust Network Access. Donc cette approche ZTNA par rapport à ce qui a pu exister sur le marché jusqu'à maintenant, hein, répond aux attentes du Gartner en termes de sécurité pour les accès externes. Et ce dernier annonce même que d'ici 2023, 60% des entreprises auront remplacé leurs solutions VPN par des solutions de type ZTNA. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont pour principe clé de masquer toutes les ressources internes. Lorsque l'on est en dehors de l'entreprise, on donne un accès granulaire aux ressources. On va pouvoir aussi sécuriser la connexion de l'utilisateur en vérifiant son identité, en renforçant son authentification, mais aussi en vérifiant son contexte de connexion, en lui appliquant des politiques de sécurité qui sont liées à la conformité de son poste de travail. Et enfin, on va réduire au maximum son champ de déplacement sur le système d'information. Donc, en fait, le ZTNA, c'est une approche SDP Zero Trust. Alors, c'est un concept qu'on appelle périmétrique, hein, d'où le terme Software Defined Perimeter, SDP, qui est basé sur la non-confiance. Et dans le cadre de la sécurisation des accès distants, bien, il va combiner à la fois la microsegmentation réseau et l'accès qui est basé sur l'identité. Donc, la microsegmentation réseau, elle va améliorer le contrôle, l'isolement et la segmentation des ressources sur le réseau. Et l'accès aux applications, elle va se baser à la fois sur l'identité de l'utilisateur, mais également sur le périmètre de son poste de travail. On va vérifier quel type de poste il est utilisé, sa géolocalisation, sa configuration et plein d'autres choses. Donc, les cas d'usage qui mettent en exergue les avantages du ZTNA, ils sont multiples. On va parler de continuité d'activité, c'est-à-dire permettre à un utilisateur de toujours pouvoir se connecter à son environnement de travail, peu importe le contexte dans lequel il se trouve. Hein. On va également pouvoir répondre à des réglementations liées à la sécurité des accès distants et aussi à des critères de conformité. On va offrir de la traçabilité avancée par rapport aux accès distants et également, et là je vais les détailler un peu plus, des cas d'usage qui sont liés aux accès des prestataires de services, au remplacement des solutions de type VPN et bien entendu au télétravail. Donc en ce qui concerne le télétravail, si on fait un rapide constat et surtout dans un contexte sanitaire tel qu'on le vit depuis plus d'un an maintenant, hein, bien, on voit qu'il faut pouvoir répondre très rapidement et traiter de façon massive l'ensemble des demandes d'accès depuis l'extérieur et ça en permettant à l'utilisateur de pouvoir se connecter depuis n'importe quel type de poste et surtout en lui fournissant une expérience qui soit similaire à ce qu'il connaît dans l'entreprise. Donc tout ça pour optimiser son confort de travail et sa productivité. Donc dans une approche ZTNA, on va répondre à l'ensemble de ces besoins et notamment par rapport à l'apport dû au concept de la technologie qui va nous permettre d'être scalable au niveau de l'architecture pour délivrer en masse les accès des utilisateurs. On va pouvoir s'appuyer, si on le souhaite, sur des infrastructures hébergées. On va aussi permettre de contrôler la conformité du poste de l'utilisateur au travers de règles de sécurité. On va permettre de la mise à disposition à l'utilisateur, soit directement un accès à son poste d'entreprise. On va faire ce qu'on appelle un appareillage entre son poste personnel et son poste professionnel pour qu'il travaille à distance directement à partir de son poste professionnel. Je vous le montrerai au niveau de la démonstration. Ou alors, on peut lui donner un accès à un portail web où là, il va retrouver l'ensemble de ses ressources de son environnement de travail. En tout cas, ces accès vont pouvoir être faits avec ou sans agence sur le poste d'utilisateur, tout ça pour offrir une vraie flexibilité au niveau du choix du poste de travail.
Ensuite, on va avoir le remplacement du VPN. Alors, très fréquemment, on va retrouver cette opposition entre le ZTNA et une approche plus traditionnelle qu'est le VPN, hein, mais il y a vraiment une vraie différence technologique et fonctionnelle entre les deux solutions. Sur un VPN, on va avoir besoin d'installer un agent sur le poste de travail, ce qui va le rendre beaucoup plus vulnérable aux cyberattaques et il va être consommateur de ressources. En plus, il a une architecture qui est difficilement évolutive, car ne permet qu'un accès de point à point, hein. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ces éléments identifiés, ils ne sont pas forcément négatifs. Non, mais évoluer vers une solution de type ZTNA, c'est apporter des différenciateurs et une valeur ajoutée en termes de sécurité par rapport à une approche traditionnelle. Alors, le ZTNA, c'est une technologie qui est nativement cloud ready et multisite, donc elle est adaptée aux besoins d'aujourd'hui parce qu'on assiste de plus en plus à une migration rapide des applications vers des environnements SaaS. Ensuite, elle est peu consommatrice de ressources et elle va permettre de faire une rupture protocolaire pour éviter la propagation de virus du poste de travail vers le système d'information. Avec cette technologie, on ne va plus donner un accès à un réseau complet, comme le fait un VPN, hein, mais seulement aux ressources dont l'utilisateur a besoin. Et par ce biais, on va réduire la surface d'attaque et on minimise la possibilité des déplacements latéraux au niveau du système d'information. On va aussi pouvoir s'affranchir de l'installation d'un agent sur le poste de l'utilisateur. Et ça, c'est en tout cas, c'est un différenciateur crucial par rapport à un VPN. On peut aussi renforcer l'authentification de l'utilisateur en appliquant en tout cas des mécanismes d'authentification fortes. On va parler de MFA et on va aussi faire du contrôle de conformité du poste de l'utilisateur. Donc, à contrario d'un VPN qui lui permet une connexion point à point, eh bien nous, on va pouvoir, à partir d'un même point d'entrée, se connecter à tout un ensemble de sites pour accéder à la totalité des ressources de l'entreprise. Ah, j'ai oublié l'accès des prestataires. L'accès des prestataires au niveau des usages, là aussi, hein, les arguments en termes de sécurité mettent en avant la technologie ZTNA de Systentia. On sait que les postes de travail des infogéreurs, des prestataires de services, ils font partie des points d'entrée favoris des cyberpirates, hein, pour accéder au système d'information d'un client. Donc la solution d'accès sécurisé ZTNA, elle n'a pas besoin de faire de compromis entre la sécurité et l'expérience de l'utilisateur, hein, ne serait-ce déjà que par l'obligation d'installer un agent sur le poste du prestataire de service, mais en plus, elle va intégrer ce fameux concept de zéro trust en donnant un accès limité et granulaire aux ressources à travers des droits contrôlés, alors que ce soit aussi bien au niveau de l'identité de l'utilisateur que de son poste de travail. Donc, on va vraiment, par cette technologie, limiter la surface d'attaque sur le système d'information. Bon, après, ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger la traçabilité de ces accès qui sont dits d'administration, hein, parce qu'un prestataire de service ou un administrateur en télétravail, il va accéder à des ressources avec des privilèges élevés. Donc, il faut penser aussi à implémenter, en plus d'une solution d'accès distance sécurisée, une solution de PAM, hein, donc PAM pour Privilege Access Management, ou gestion des comptes à privilèges. Et dans ce cadre-là, Systentia propose une solution qui s'appelle Systentia Clean Room Session et qui d'ailleurs, elle intègre nativement la solution d'accès sécurisé ZTNA. Dans un contexte de télétravail et de sécurité des accès distants, en tout cas, va falloir trouver une solution qui réponde au mieux aux besoins de tous, hein, parce que les préoccupations des uns et des autres au sein d'une entreprise, ils vont différer selon les fonctions des personnes. Un RSSI, par exemple, aura un focus très porté sur la sécurisation des accès. Un DSI ou des utilisateurs seront eux plus exigeants sur l'ergonomie ou l'expérience de travail. Et des administrateurs ou des chefs de projet, eux seront plus axés sur des problématiques qui sont liées à la simplicité, à la finesse d'administration de la plateforme d'accès.
Donc pour ça, on propose notre solution Systentia Gate. C'est un portail d'accès sécurisé à l'ensemble des applications, qu'elles soient on-premise, dans vos data centers ou qu'elles soient dans le cloud. Donc c'est un accès privé d'accès. On va traiter toutes les thématiques qui vont faire référence au télétravail, à la mobilité, à l'infogérance, donc tout ce qui a trait aux besoins d'accès de l'extérieur. On est une alternative au VPN puisque la technologie intègre nativement le concept de ZTNA et la solution va répondre à des besoins de réglementation et de conformité pour répondre et mettre le curseur en termes de sécurité là où il faut pour certaines organisations. Alors, en termes d'architecture, on va retrouver deux composants au niveau de Systentia Gate. On a un serveur médiation, c'est le broker de connexion, c'est-à-dire c'est le point d'entrée des utilisateurs vers le système d'information. Et on a un ou plusieurs serveurs gateway, donc ce sont des passerelles que l'on va placer proches des ressources. Donc on va parler d'architecture double barrière par rapport à ces deux composants, le médiation et la gateway, d'où cette notion de ZTNA. On n'a plus besoin de monter de tunnel VPN. Les deux serveurs peuvent être soit des appliances virtuelles, ça peut être aussi des serveurs ou des boîtiers physiques. Donc la technologie qu'on implémente dans Systentia Gate, elle est très robuste puisqu'elle peut supporter la connexion de plusieurs milliers d'utilisateurs si on le souhaite. Donc le principe de connexion, il est assez simple. Le serveur gateway ici qui se trouve en tout cas sur le réseau LAN proche des ressources, va se connecter en flux sortant. Donc c'est un flux sortant ici sur le serveur médiation qui se trouve dans une zone sécurisée en DMZ généralement. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir de port réseau, en tout cas sur les firewalls. Ensuite, pour accéder à leurs ressources, eh bien, les utilisateurs, alors les ressources, ça peut être des applications, ça peut être du partage de fichiers, du client-serveur, on les verra un petit peu dans la démonstration. Eh bien, l'utilisateur va se connecter, s'authentifier à la plateforme, c'est-à-dire au serveur de médiation à travers Internet ici. On peut interfacer la solution, puisqu'on est sur cette thématique, avec tout type d'annuaire LDAP. Donc, on est compatible sur tout type d'annuaire LDAP, Active Directory, OpenLDAP et d'autres. On est compatible avec les domaines SAML. On sait faire de la fédération d'identité avec la solution, ou on peut encore créer directement des comptes locaux dans le produit. Donc, tout ça pour gérer l'authentification de l'utilisateur. Donc, l'accès de ces postes-là peut se faire en HTML5, ce qui va permettre de s'affranchir de l'installation d'un agent sur le poste de l'utilisateur. On va renforcer avec la solution nativement l'authentification, on va faire du MFA. Donc, on va la renforcer par un jeton OTP. On peut envoyer ce jeton-là par mail, par SMS, par des produits gratuits type Google OTP ou Free OTP. Donc, ce sont des produits qu'on appelle TOTP, ou alors on peut envoyer aussi le token sur des boîtiers, des tokens RSA. Donc, le poste, lui, en plus, peut être contrôlé. On va pouvoir vérifier s'il est conforme aux règles définies par la politique de sécurité. Donc, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont natives dans le produit. Et ensuite, quand l'utilisateur va exécuter une ressource, eh bien, ce qu'on va faire ici, la passerelle, en tout cas la gateway ici, va aller échanger directement avec la ressource, avec son protocole natif. Par exemple, si on accède à un serveur en mode RDS, en bureau distant, puis on va utiliser le protocole ici RDP, qu'on voit ici en bleu. Donc, la solution, elle propose une rupture protocolaire au niveau de la passerelle, de la gateway. On voit ici en flux entrant, d'un côté, sur la partie entrante en rouge, qu'on est en protocole HTTP, et à la sortie de la passerelle, pour aller vers les ressources, on est en flux natif, par exemple RDP, ça peut être du flux SSH ou encore d'autres flux. En tout cas, la passerelle ici fait de la rupture protocolaire. En plus,
Systentia Gate est multitenant, on est cloud ready et grâce à son architecture, eh bien, on est également multisite et multi-VLAN, c'est-à-dire on va pouvoir rattacher plusieurs passerelles ici à un même serveur médiation, c'est-à-dire un même point d'entrée. Donc, pour un utilisateur, à partir d'un même portail d'accès, eh bien, il va pouvoir accéder à des ressources qui se trouvent sur des sites qui sont totalement séparés et isolés côté réseau. On voit ici une synthèse des points clés de la solution Gate. La solution va s'appuyer, comme je le disais, sur une architecture double barrière, donc sur une technologie ZTNA. Elle prend en charge le renfort de l'authentification à travers des jetons OTP qu'on peut encore une fois renvoyer par mail, par SMS, par du TOTP, par du token RSA. Et elle permet de faire du contrôle de conformité du poste de travail. On a bien entendu la possibilité de se connecter au travers d'un accès HTML5, ce qui permet de ne pas avoir à installer d'agents sur le poste d'utilisateur. Donc, quand on est en mode télétravail, c'est très intéressant de pouvoir utiliser cette technologie-là, notamment quand on va travailler avec des postes personnels, en tout cas des postes qui ne sont pas maîtrisés par le système, par le service informatique de l'entreprise. Donc, on va aussi pouvoir autoriser des connexions, des accès à certains créneaux horaires, si on le souhaite. Ça se fait à travers les règles de conformité. Et pour terminer, on fait de la traçabilité avancée parce qu'on est en mesure de savoir qui s'est connecté et quand, mais en plus à quoi, à quelles ressources, quelles sont les applications que l'utilisateur a lancées depuis son accès externe. Donc, je vais terminer, pour terminer, en tout cas, juste parler que Systentia Gate est certifié ANSI, donc on a une certification CSPN, c'est-à-dire de sécurité de premier niveau, pour l'identification, l'authentification et le contrôle des accès. Et la solution a également obtenu une reconnaissance du Gartner puisqu'elle est référencée dans leur Market Guide, Zero Trust Network Access, comme étant aujourd'hui la seule solution européenne de ZTNA. Je vais passer à une démonstration. Je vais vous montrer un petit peu à quoi tout ça ressemble. Donc j'espère que je suis pas encore, je suis encore connecté. Donc là, je suis sur un poste utilisateur. Donc par exemple, je suis chez moi en télétravail et j'ai besoin d'accéder à mes ressources d'entreprise. Donc pour ce faire, je vais me connecter à partir d'un navigateur. Donc je me connecte à un portail web. Alors au moment de la connexion, on a plusieurs modes de connexion. On va pouvoir, comme je le disais, renforcer l'authentification avec des jetons OTP. On peut se connecter avec des comptes de domaine, avec des comptes locaux. Tout ça, ça va dépendre du design de votre architecture en interne, au niveau de vos annuaires. Et on est capable de faire une connexion, si on le souhaite, directe, sans renforcer l'authentification. Je vous parlais tout à l'heure de contrôle de conformité. On a plusieurs moyens de contrôler le poste de travail, notamment ici pour la démonstration. On a possibilité d'aller vérifier la présence d'un fichier sur le poste de travail. Donc là, par exemple, je vais aller me connecter dans le contrôle que l'on va faire lors de cette présentation. On va vérifier la présence d'un fichier. Ce fichier, c'est celui-ci, un getCheck. Eh bien, je vais aller le renommer, donc pour dire qu'il n'existe pas. Hein. Donc le système ne va pas le trouver. Donc à partir de là, si je renomme le fichier, je retourne, je vais faire ma connexion. Donc je m'authentifie à mon portail web. Donc j'utilise mon compte et mon mot de passe. Le système va me demander un jeton d'authentification. Donc, on peut présenter à l'utilisateur plusieurs modes en mode TOTP, envoyer un OTP par mail. C'est à l'utilisateur de choisir ce qui va l'accommoder le plus, enfin, en tout cas, ce qui va lui permettre, en tout cas, de s'authentifier. S'il n'a pas accès à sa messagerie, il peut demander un TOTP web. C'est ce que je vais faire ici. Donc, pour demander un jeton, je vais lancer ici une connexion
Je vais faire un copier et je vais coller le code dans mon champ. Je vais valider et là, l'utilisateur va se connecter. On fait une analyse des règles de sécurité et là, le système refuse la connexion. Il me dit que les prérequis nécessaires pour me connecter ne sont pas valides. Bah oui, parce que la règle de conformité que j'ai utilisée pour cette connexion-là, c'est d'aller vérifier la présence d'un fichier sur le poste. Alors, comme je l'ai renommé, bah, il n'existe pas quelque part. Et le système interdit la connexion. Donc là, j'ai possibilité, on peut le cacher à l'utilisateur, on peut le montrer, de dire le pourquoi de la non-connexion. Donc là, bah, il n'a pas retrouvé le fichier. Donc tout ça, c'est paramétrable dans le produit. Donc je vais renommer mon fichier pour ne plus avoir ce désagrément. Je vais le rappeler comme il était, puisqu'on fait la vérification sur ce nom de fichier. Alors là, j'ai bloqué carrément la connexion au moment de l'authentification, mais j'aurais très bien pu, parce que mon contrôle de conformité n'est pas correct, en tout cas mon poste, c'est pas vraiment mon poste d'entreprise, j'ai possibilité de réduire la publication des ressources à l'utilisateur. Je suis sur un poste maîtrisé, j'ai toutes mes ressources. Je suis sur un poste qui n'est pas le mien ou qui est sur un réseau qui n'est pas maîtrisé par le service informatique, par l'entreprise, alors j'affiche qu'un minimum d'applications. Donc là, je vais refaire ma connexion. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc, je vais faire le TOTP puisque j'ai mon petit ici. Ben, je vais attendre qu'il me rechange le code, sinon je n'aurai pas le temps. Voilà, je vais copier. Je fais un CTRL-V. Là, je valide. On analyse les règles de sécurité du poste. Donc, comme mon poste est conforme à la politique de sécurité, on autorise la connexion. Donc, voilà un petit peu comment on va pouvoir renforcer le mode de connexion en renforçant l'authentification par des jetons TP et en allant vérifier le contrôle de conformité du poste. Alors, on peut vérifier plein de choses. Hein. Là, j'ai vérifié la présence d'un fichier sur le poste, mais j'aurais pu vérifier la présence d'un certificat, d'une clé de registre, la version de mon navigateur, si j'ai un antivirus, si le firewall est activé. Il y a tout un ensemble de règles qu'on peut configurer et fonction de ces règles qui vont correspondre à une politique de sécurité qui est mise en place par l'entreprise, eh bien, j'autorise le poste ou pas à se connecter, que l'utilisateur ait les droits ou pas. Donc là, dans mon portail, je vais retrouver tout un ensemble de ressources. Alors, elles sont de tout type. Hein. J'ai des ressources, par exemple, ici, web. Si je lance ma ressource, imaginons que ce soit une application web, j'accède à ma CRM, par exemple, à travers ce lien, cette application web. Donc, le tunnel, au moment où je me suis connecté à mon portail, en mode télétravail, on voit ici que je suis connecté en HTTPS, c'est-à-dire automatiquement de mon poste personnel, lorsque j'ai demandé la connexion portail et que je me suis authentifié, j'ai monté en mode transparent un tunnel sécurisé entre mon poste et le serveur médiation, c'est-à-dire le broker d'entrée dans le data center, dans votre data center. Et donc là, je monte un tunnel sécurisé directement au moment de la connexion. L'utilisateur n'a pas besoin en amont de monter un tunnel VPN sécurisé pour ce faire. Tout se fait en mode transparent. Donc, on a un confort là pour l'utilisateur qui est pas négligeable. Donc, je retrouve plusieurs types d'applications, donc des applications web. Je peux mettre à disposition de l'utilisateur, donc là je suis en mode HTML5, une application de type Office. Donc là je suis connecté à un Excel et l'utilisateur peut travailler dans un Excel et directement dans un onglet de son navigateur, si on le souhaite, on peut faire du mode qu'on appelle seamless, plein écran, mais globalement là j'ai choisi dans la démonstration de le faire à travers un accès HTML5. On va pouvoir mettre à la disposition de l'utilisateur des ressources de type partage de fichiers, c'est-à-dire bien là, l'utilisateur de chez lui accède à un partage réseau chez vous, mais de manière sécurisée. Donc, il a accès à l'ensemble de ces fichiers sur des partages que vous pouvez lui mettre à disposition. Et là, encore une fois, il le fait au travers un tunnel qui est crypté, sécurisé, directement de son poste jusqu'au réseau. Donc là, voilà un petit peu le type de ressources. On va pouvoir aussi, ah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais lancer ici une ressource. Je suis connecté à mon portail avec un compte qui s'appelle FMIO. Et là, si je me connecte, je me suis connecté à un serveur avec un autre compte.
ici, je me suis connecté à un serveur en mode RDP, hein, et le compte qui a été utilisé pour cette connexion, c'est un compte qui s'appelle ChrisClean ici. Donc, j'ai fait automatiquement une élévation de privilège pour accéder à une ressource du système d'information. Là, à contrario d'un VPN qui lui utilise une seule authentification pour l'utilisateur, ce qu'on appelle l'authentification primaire, hein, il se connecte, il s'authentifie à son portail. Eh bien moi, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis authentifié à mon portail avec un compte qui s'appelle FMIO. C'est un compte, imaginons, qu'il n'a pas de privilège sur le système d'information. Et là, je dois accéder à une ressource avec des droits administrateurs. Eh bien, j'ai possibilité de mettre à disposition la ressource, et quand l'utilisateur l'exécute, eh bien, il va l'exécuter qu'un compte d'administration, mais j'ai pas été obligé de taper le mot de passe, donc je ne connais pas ce compte d'administration et ce mot de passe. Donc, on a possibilité de faire de l'élévation de privilèges, c'est-à-dire on a une deuxième authentification qu'on appelle l'authentification secondaire, qui va permettre d'accéder à des ressources, des applications, avec une élévation de privilèges. Encore une fois, on le fait, on ne le fait pas, mais c'est dans le produit, on peut l'utiliser si on le souhaite. Et puis, la dernière chose que je voulais vous montrer, je parlais tout à l'heure d'appareillage, je me connecte de mon poste personnel à mon poste d'entreprise. Et bien ici, par exemple, je vais me connecter à mon poste d'entreprise, donc à partir de mon poste personnel, hein, je suis chez moi en mode télétravail. J'utilise automatiquement le SSO, c'est-à-dire je reprends mon authentification. Je ne suis pas obligé de me réauthentifier sur mon poste personnel. Et à partir de là, eh bien, j'arrive sur mon poste d'entreprise. Donc, de chez moi, j'ai pris la main sur mon poste d'entreprise. Je retrouve l'ensemble des applications que j'ai au bureau, avec toute la sécurité et toute l'ergonomie et le confort que j'ai sur mon poste professionnel. Simplement, là, je l'ai fait à travers un canal de déport d'affichage, c'est-à-dire je suis en mode sécurisé et je ne fais passer aucun flux entre mon poste personnel et mon poste professionnel. Donc là, globalement, on a, pour ainsi dire, très peu de chances de remonter une infection du poste de travail vers le système d'information, vers votre entreprise. Et encore, si on remontait à travers le protocole HTTPS de mon poste vers la gateway, comme on a une rupture protocolaire au niveau de la passerelle, eh bien, le malware que je pourrais accidentellement remonter sur le système d'information, eh bien, il serait coupé au niveau de la passerelle, c'est-à-dire je n'irai pas infecter votre réseau d'entreprise. Donc, on a vraiment des sécurités qui sont avancées par rapport à ce que propose un VPN avec ce type de solution. Voilà ce que je voulais vous montrer dans la démonstration. L'idée, c'est pas d'aller vous montrer toute la console d'administration pour les configurations. Sachez juste qu'on peut mettre rapidement des ressources, des applications à un utilisateur à travers un portail web. Si on a plusieurs ressources, beaucoup de ressources, on a possibilité de catégoriser ces ressources et de n'afficher à travers les catégories, les filtres que l'on va faire ici, que les ressources qui nous intéressent, etc., etc. Donc là, on a possibilité également de personnaliser ce portail, le mettre aux couleurs de votre entreprise. Donc là, j'ai Insistentia dessus, mais j'aurais très bien pu les mettre aux couleurs de Boine si je l'avais souhaité, ou aux couleurs d'une autre entreprise. Tout ça, c'est paramétrable, c'est configurable dans le produit. Voilà ce que je souhaitais vous montrer au niveau de la démonstration. Je vais revenir sur la présentation, peut-être réafficher cette dernière slide. Et puis, je pense, Alexandre, si tu es d'accord, qu'on peut passer aux questions, s'il y a des questions sur le contenu de cette présentation et sur le produit. Absolument. Vous pouvez écrire vos questions. Donc, il y a une zone dédiée pour saisir vos questions à l'écrit. Et notre charmante Caroline se fera un plaisir de nous les lire. Alors, bonjour à tous. Donc, il y a déjà une première question qui est bonjour, êtes-vous référencé UGAP? Oui, le produit est référencé UGAP. Mais en tant qu'intégrateur, c'est pénible pour nous. J'étais obligé de dire oui, Alexandre. Ah, mais tout à fait. Non, le produit au catalogue UGAP, oui.
Deuxième question, quel est le mode de licensing de la solution? Alors, on fonctionne en mode de connexion simultanée, c'est-à-dire peu importe le nombre de ressources que l'on va mettre à disposition de l'utilisateur, on fonctionne en connexion simultanée. Si vous avez 100 personnes dans l'entreprise, mais que vous savez que simultanément, il n'y en aura pas plus de 20 qui vont se connecter en même temps, mais il vous faudra 20 licences. Les licences ne sont pas nominatives. Une Peut-être nouvelle préciser question. le schéma abonnement, Francis, peut-être préciser le schéma abonnement ou acquisition. Oui, peut-être. Là, j'ai parlé du mode, j'ai pas parlé du coût. Après, il y a deux manières d'acquérir les licences. Vous pouvez faire une acquisition de la licence, vous payez la licence et elle vous appartient. Ou alors, il y a un mode souscription. Vous avez possibilité de souscrire un abonnement sur le nombre de licences que vous souhaitez prendre. Je continue. Parfois, les applis ne fonctionnent pas en ZTNA, téléphonie par exemple. Il y a aussi un accès VPN possible. Oui, on intègre dans le canal de déport. Alors, on va dégrader un petit peu la sécurité quelque part, mais on est capable de mettre à disposition un VPN à travers la solution Gate. Donc oui, on peut monter un canal VPN à travers la solution. Peut-on utiliser les fonctions d'authentification de la solution en interne, comme rôle de bastion par exemple? Oui, on peut s'interfacer avec les authentifications peuvent se faire en interne, en externe. D'ailleurs, l'intérêt d'une solution zéro trust, puisqu'on est sur un concept zéro trust. Donc là, on parlait de ZTNA parce que c'est du zéro trust adapté à la couche réseau, on va dire, à l'accès réseau. Mais quand on parle de sécurité, enfin en tout cas de concept zéro trust, la sécurité qu'on doit appliquer au niveau de la connexion, de l'identité, de l'identification de l'utilisateur, du périmètre de son poste et de l'accès aux applications, elle se fait aussi bien en interne qu'en externe. Donc oui, on peut se connecter en interne à travers la solution pour récupérer l'ensemble de la sécurité que propose la solution au niveau de l'accès aux ressources. Donc on sait également s'interfacer avec des solutions de bastion. J'ai parlé de PAM tout à l'heure, on a notre propre solution, bien entendu, on intègre nativement toute la sécurité, en tout cas l'accès sécurisé ZTNA dans notre solution de PAM, mais on est capable de se coupler avec une solution de PAM existante, concurrente à la nôtre, avec la solution ZTNA. D'ailleurs, on a certains clients qui n'ont pas notre solution de bastion et qui sécurisent l'accès avec la solution Systentia Gate. Oui, parce qu'effectivement, dans les populations de télétravailleurs, il n'y a pas uniquement des utilisateurs, il y a aussi des administrateurs. Et c'est pour ça que ce genre de solution prend tout son sens. Exactement. Là, on est vraiment, comme je parlais tout à l'heure, de double authentification, enfin de deux authentifications. On a une authentification primaire, une authentification secondaire, c'est-à-dire je me suis connecté au portail avec un compte sans privilège quelque part et j'accède à une ressource avec une élévation de privilège, un compte que je ne connais pas. Donc je ne connais ni ce compte ni ce mot de passe. Là, on est vraiment à la frontière entre la solution d'accès distant et déjà le bastion, sauf qu'on ne fait pas d'enregistrement vidéo de sessions, à contrario d'un vrai bastion. Mais globalement, rien qu'avec le produit Gate, on est déjà à la limite du bastion. On va un peu plus loin que l'accès sécurisé, puisqu'on on fait de l'authentification secondaire, de l'élévation de privilèges pour accéder aux ressources. Merci beaucoup, je continue. Combien de serveurs minimum sont nécessaires? Alors, ça va dépendre de la population qu'on doit couvrir. On a besoin, comme vous l'avez vu dans la solution, de deux composants, un serveur médiation, un serveur gateway, une passerelle. Donc ça, c'est deux serveurs, c'est le minimum syndical. Ça, vous avez besoin déjà de deux serveurs. Et fonction des ressources que l'on va utiliser, par exemple pour des ressources de type RDP, on considère qu'on peut mettre en gros 600 connexions RDP, 600 connexions sur une seule machine, sur une seule passerelle et un seul médiation. Après, si on utilise des accès VPN
qui sont plus consommateurs en ressources. L'intérêt aussi du ZTNA, c'est d'être moins consommateur qu'un VPN en termes de consommation de ressources et de bande passante. Si on doit implémenter des accès VPN dans les tunnels, dans le tunnel sécurisé, et bien là, on va mettre un peu moins, enfin, c'est même pas beaucoup moins d'utilisateurs sur un serveur. On va mettre en gros 200 utilisateurs en connexion simultanée sur une passerelle et sur un serveur de médiation en utilisant des connexions VPN intégrées dans le tunnel. Donc, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs à couvrir en nombre simultané. Voilà, je donne des ratios entre 600 sur des connexions RDP, SSH ou web. Et après, ça va pouvoir, on est en capacité au niveau de l'architecture de redonder les composants, c'est-à-dire on peut faire du cluster, on peut fonctionner en mode haute disponibilité, ou on peut faire ce qu'on appelle des nœuds de serveurs. Et lorsqu'on a à couvrir des populations, aujourd'hui dans le cadre de justement avec les problèmes de télétravail, de la Covid, hein, dans cette période aujourd'hui sanitaire, on a certains clients qui ont globalement, en tout cas j'en ai un en tête puisque j'ai échangé avec lui ne serait-ce qu'hier, qui a aujourd'hui 3000 connexions sur son infra et il a un nœud de serveurs, il a 4 ou 5 serveurs en nœud pour supporter ces 3000 connexions. Donc voilà, ça va dépendre de la population à couvrir en termes de connexions simultanées. Mais voilà un petit peu les chiffres que je vous ai donnés qui sont aujourd'hui vérifiés dans cette crise Covid. C'est noté, merci. Et du coup, pour le moment, une dernière question. Peut-on se connecter sans rien avoir à installer sur le poste? Oui, c'est un des intérêts de la solution, justement quand on a des postes non maîtrisés et pour lesquels on veut quand même garantir une sécurité d'accès, on va pouvoir faire une connexion à travers un navigateur tout simplement en mode HTML5 et là vous n'avez rien installé sur le poste d'utilisateur. Donc on est capable de se connecter à partir de tout type de device, hein. Ça peut être un Macintosh, ça peut être un poste Linux, un poste Windows, ça peut être une tablette, un smartphone, hein, avec de l'iOS, un système Android. On se moque, hein, du système d'exploitation, on n'installe rien sur la machine, on a juste besoin d'un navigateur pour se connecter en mode HTML5 et là on peut accéder à l'ensemble du portail, enfin des ressources du portail. Donc oui, c'est justement l'intérêt du produit dans des contextes de télétravail, c'est de ne rien avoir installé sur le poste de l'utilisateur. Et du coup, une dernière question qui vient d'arriver. L'accès HTML5 est-il une option ou intégré nativement dans le produit? Alors, il est intégré nativement dans le produit, c'est pas une option. Alors, quand je vous dis c'est pas une option, moi je suis plus sur la partie technique, donc le commerce, je le maîtrise un tout petit peu moins chez nous. Ça l'a été il y a quelque temps. Aux dernières nouvelles, c'est directement maintenant intégré dans le produit. C'est vrai qu'il y a quelque temps, lorsqu'on a acheté une solution Gate, Systentia Gate, et qu'on avait besoin de se connecter, on avait besoin de connexion en mode HTML5, il y avait une licence HTML5 à installer, enfin à acheter, pardon. On vous confirmera, on va vous le confirmer, mais à 95%, je vous répondrai que maintenant c'est plus une option, c'est intégré dans le produit, mais j'en ai pas la certitude à 100%. On vous confirmera ce point-là. Quand on n'est pas HTML5, pour quel OS est disponible l'agent? Alors on est compatible, on a un agent Macintosh, on a un agent Windows pour la solution. On me dit dans l'oreillette que c'est intégré et qu'il n'y a pas de surcoût. Pour la question d'avant. Voilà. Voilà. J'en avais pas la certitude, j'en étais quasi sûr, mais je ne pouvais pas répondre par l'affirmative à 100% parce que je ne savais pas si ça l'était aujourd'hui ou ça le serait que demain. Donc, Eh ben, ça très bien. l'est déjà. Quelqu'un répond pas d'agent Linux du coup. Je ne veux pas dire de sottises, mais
Joker. Je ne crois pas. On a des évolutions sur la solution. Je sais que l'agent Linux maintenant est intégré dans la solution de PAM qui utilise la même technologie. Donc, il est fort possible qu'on ait intégré la partie Linux aujourd'hui sur la solution. Malheureusement, je ne sais pas vous répondre par l'affirmative. Encore une fois, je prends la question et je vous apporterai la réponse. Je vous confirmerai si un client Linux est disponible ou pas. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, pour la personne qui pose la question sur l'agent Linux, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Vous avez Oui. l'email d'Alexandre là qui est affiché et comme ça, on pourra vous répondre assez rapidement. Pour information aussi, avant de clore ce webinaire, déjà merci à tous. Et je voulais vous dire aussi que vous allez avoir un sondage à la fin du webinaire, donc pour savoir si vous l'avez trouvé intéressant, si vous avez voilà, des suggestions d'amélioration, etc. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour y répondre, il est assez rapide. Et donc voilà, merci à Alexandre, merci à Francis, et on n'a pas d'autres questions pour le moment. Et merci à vous tous pour votre intérêt. Très bien, et à votre disposition si besoin. Il n'y a pas de souci, passez par Alexandre et puis il me contactera et on revient vers vous en tout cas si vous le souhaitez. Absolument. Bonne journée à tous. Merci à tous. J'ai juste une question d'ordre pratique par rapport au questionnaire. Comme je suis en présentation, je dois tout laisser allumer ou pas? J'ai possibilité de faire des choses? Non, tu peux tout fermer, Francis. Tu peux tout fermer. Je peux faire, c'est juste que j'aille pas faire une bêtise pendant le questionnaire. Non, Je te c'est bon. remercie. Très De bien. rien. Merci, Au revoir. beaucoup. Très bien, au revoir.